retire de la région. 7 ans, jour pour jour, depuis le début de la guerre en Syrie, état des lieux dans l'enclave rebelle de la Ghouta orientale. Au Tchad, un accord a été signé mercredi soir entre le gouvernement et les syndicats. Il met fin au conflit qui oppose l'État aux fonctionnaires en grève depuis fin janvier. Le texte prévoit notamment la suspension de la grève générale, la reprise du travail et le paiement des salaires de février. Ce matin, les militants de la plateforme revendicative se sont réunis à l'Assemblée générale à la Bourse du travail de N'Djamena pour évaluer cet accord. Les précisions de Blaise Noubarassem. Après 7 semaines de bras de fer, le gouvernement et les syndicats sont parvenus à la signature d'un accord pour mettre fin à la paralysie du secteur public en grève depuis fin janvier suite à des mesures d'austérité. Le gouvernement de la République du Tchad et les organisations syndicales conviennent de ce qui suit. Le paiement des salaires du mois de février 2018 à tous les agents de l'État, la suspension de la grève générale en cours et la reprise du travail après le paiement effectif de tous les agents de l'État. Cependant, beaucoup de travailleurs présents à cette Assemblée générale estiment que les leaders syndicaux ont été roulés dans la farine par le gouvernement. Un sentiment d'inachevé. Un sentiment d'inachevé parce que apparemment, beaucoup de points ont été occultés, et des points importants. Vous savez, le gouvernement a une technique habituelle de négociation là, celle de mettre ce qu'on appelle des verrous artificiels. C'est des préalables qu'ils mettent pour leur permettre de les faire sauter ces verrous-là et de donner l'impression qu'ils ont cédé. Or, en fait, sur le fond, ils n'ont pas cédé. Et donc, nous craignons que ce soit un accord de dupes. Le président de la plateforme syndicale revendicative, Michel Barka, tient à rassurer les travailleurs. L'accord nous oblige, si vous voulez, en quelque sorte, à surveiller les activités. Même dit, au lieu de réagir, qu'il est prêt à nous impliquer dans tout ce qui se passe pour améliorer la situation. Suite à cet accord, les écoles publiques, les universités et les hôpitaux devraient enfin fonctionner à nouveau. Au Cameroun, c'est un fait rare. Paul Biya a convoqué un conseil des ministres ce matin et pour la première fois en 2 ans, à l'ordre du jour, un seul point, une communication spéciale du président camerounais dans laquelle il a donné des directives au gouvernement en vue de satisfaire les aspirations des populations. Paul Biya a également souligné que l'armée camerounaise devra poursuivre ses efforts pour un retour à la normale dans l'Ouest anglophone, où elle combat les séparatistes depuis plusieurs mois. Ce conseil intervient après le réaménagement du gouvernement du 2 mars dernier. Pour en parler, nous accueillons au téléphone François Guimatia. Il est professeur, chercheur, spécialiste du bilinguisme au Cameroun. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre disponibilité. Déjà, une réaction pour commencer aux propos du président lors de ce conseil de ministres? Oui, le conseil de ministres a eu lieu. Le ton du chef de l'État était en général à l'optimisme. Concernant les grands travaux engagés dans le pays, tout va très bien. Concernant le plan des jeunes, le plan spécial jeunesse, tout va très bien. Mais là où le public l'attendait, là où l'opinion publique l'attendait, c'était surtout comment résoudre le problème anglophone avec ce dialogue inclusif, ce dialogue authentique, ce dialogue réconciliateur que tout le monde attend. Et là, il n'a rien dit. Il a dit que la décentralisation, c'est-à-dire le nouveau ministère qu'il vient de créer, va accélérer cette décentralisation.
Alors que, personnellement, je croyais que, étant donné la situation particulièrement chaude dans le nord-ouest et du sud-ouest, il allait ouvrir la porte de ce dialogue. Mais il a quand même parlé, M. Goumatia. De ce côté-là, nous attendons encore. M. Goumatia, le président a quand même parlé de renforcer l'armée dans les zones anglophones. Mais cela dit, est-ce que on sait que les conseils des ministres sont très rares au Cameroun? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Bien, il a parlé quand même de l'armée qui doit tout faire pour rétablir la paix. Mais moi, j'ai parlé de l'autre volet non militaire, l'autre volet politique pour mettre fin à cette crise. Concernant le rythme des conseils ministériels, bon, généralement, je crois que la parole présidentielle est tellement rare. Alors, ce qui est rare aussi, ce qui est rare, dernière question, ce qui est rare, dernière question, c'est que est-ce que le président Biya sera candidat à l'élection présidentielle? En un mot, M. Biya sera-t-il candidat? Monsieur Biya sera-t-il candidat à l'élection présidentielle de 2018? Concernant l'élection présidentielle de 2018, tout se met progressivement en place. Le parti au pouvoir est en train de parler de son candidat naturel. Beaucoup de candidats de l'opposition et de la société civile se bousculent, mais vu la situation sécuritaire, il y a des doutes qu'on puisse tenir des élections sereines au Cameroun en 2018. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Goumatia. Je rappelle que vous êtes chercheur et professeur à Douala, au Cameroun. En RDC, Félix Tshisekedi de l'UDPS, Eve Bazaïba du MLC et Viral Kamere se sont rencontrés ce jeudi dans la perspective d'une coalition en vue des élections à venir. Dans une déclaration commune devant la presse, ils ont affirmé leur détermination d'aller aux élections cette année. Ils n'ont pas cité le nom de Moïse Katumbi, pas plus qu'ils ne se sont ralliés à son mouvement Ensemble pour le changement lancé en Afrique du Sud avec l'objectif de gagner les élections prévues le 23 décembre 2018. Les activités humanitaires à Bangassou ont été suspendues en raison des pillages et des équipements des installations de 4 ONG dans cette ville du sud-ouest de la Centrafrique, du sud-est de la Centrafrique. C'est ce qu'a annoncé hier à Bangui le Bureau des Nations Unies pour la coordination humanitaire OCHA. Pour un éclairage, nous avons au téléphone Antoine Mbao Bogo, président de la Croix-Rouge centrafricaine. Monsieur Mbao Bogo, bonsoir. Bonsoir. Revenons sur les points importants. Je veux dire, quelle est l'analyse que vous faites de l'état de la situation en ce moment en Centrafrique? Oui, et la situation, je dirais, la situation humanitaire est de plus difficile, elle est exécrable. Mais en ce qui concerne la situation sécuritaire, les employés, tout comme les volontaires de la Croix-Rouge et des ONG nationales et internationales sont l'objet de plusieurs sévices, de plusieurs attaques, si bien que ça les met mal à l'aise pour faire le travail qui consiste à alléger les souffrances des vulnérables. Vous savez, la République centrafricaine connaît une crise depuis novembre 2010. Voilà. Une crise qui jusque-là... Que pensez-vous de l'arrêt des activités des autres ONG et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce climat d'insécurité rapidement? Mais c'est un problème extrêmement grave parce que vous savez que c'est l'aide humanitaire fournie par les ONG internationales et nationales qui permet au moins aux paysans de vivre. Merci beaucoup, Monsieur Mbao Bogo. Merci pour votre disponibilité. C'était donc Monsieur Mbao Bogo, président de la Croix-Rouge de Centrafrique. Au Sénégal, le bilan de l'accident d'un hélicoptère militaire survenu hier dans le sud du pays s'est alourdi.
On fait maintenant état d'au moins 8 morts et 12 blessés. Les causes de l'accident restent pour l'heure indéterminées. L'hélicoptère qui avait acheminé une dépouille dans la région de Ziguinchor en Casamance est tombé en début de soirée au large de Missira dans une zone de mangrove avec 4 membres d'équipage et 16 civils. Au Mali, une manifestation a eu lieu aujourd'hui à Bamako après les violences intercommunautaires entre Peul et Dogon dans le centre du pays. À l'origine des tensions, le plus souvent des questions foncières ou d'accès à l'eau. Blanche Sano. Des jeunes de l'ethnie Peul sont venus en grand nombre manifester devant la Bourse du Travail à Bamako. Cela intervient quelques jours après des affrontements qui ont fait au moins 25 morts dans le centre du Mali. C'est une recrudescence des violences entre Peul, traditionnellement éleveurs, et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant majoritairement l'agriculture. Ces conflits sont attisés aussi par l'apparition dans la région en 2015 du groupe armé du prédicateur djihadiste Peul, Amadou Koufa, avec lequel les Peuls sont souvent soupçonnés de collusion. Les affrontements sont meurtriers et les ressortissants de la région, en majorité des Peuls, ont exprimé aujourd'hui leur ras-le-bol. Les parents sont au village, les Peuls sont maltraités, les Peuls sont tués de n'importe quoi. On dirait que nous sommes des animaux. En 2017, des violences similaires avaient fait au moins une 60aine de morts. Les Peuls accusent les Dozo de mener une chasse à l'homme. Il y a des milices armées dénommées les Dozo. Des Dozo qui se permettent d'aller prendre les Peuls jusqu'à leur domicile. Les tuer, soi-disant qu'ils sont des djihadistes. Nous créons vraiment une guerre civile. Le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Les djihadistes ont été en grande partie chassés par une intervention militaire internationale lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France et qui se poursuit actuellement. Mais des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU. Au Gabon, ouverture aujourd'hui à Libreville du procès des auteurs présumés des détournements des deniers publics. Plusieurs personnalités politiques, hauts fonctionnaires et ex-ministres, dont celui du pétrole, ont été écroués dans le cadre de cette opération lancée depuis 2017 par les autorités gabonaises. Les avocats des personnes poursuivies dénoncent quant à eux une opération à visée politique. 1 millier de femmes de l'opposition guinéenne ont occupé aujourd'hui une autoroute urbaine de la capitale Conakry pour protester contre les violences policières meurtrières lors de manifestations. Un jeune homme de 25 ans, Mamadou Saïdou Diallo, blessé hier par balle à Conakry par un gendarme lors d'une manifestation, a succombé dans la nuit. Les femmes réclament aussi une révision des résultats des récentes élections locales officiellement remportées par le pouvoir. Des ONG syriennes ont appelé ce jeudi les leaders occidentaux à menacer de boycotter le mondial 2018 en Russie pour protester contre le soutien de Moscou au régime de Bachar al-Assad dans un appel adressé au président français Emmanuel Macron et américain Donald Trump, ainsi qu'à la chancelière allemande Angela Merkel et à la première ministre britannique Theresa May. Vous regardez Le Monde aujourd'hui, le journal de VOA Afrique en direct de Washington. Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique. 30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions. Nous sommes en direct chaque jeudi à 19h temps universel. Washington Forum sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires. Vous
Suivez-nous, c'est votre émission hebdomadaire de VOA Afrique. Une connexion Afrique-Amérique inédite où les Africains et les Américains se racontent. Ces rencontres loin des clichés. Un choc des cultures, bienvenue. Dont vous et nous. Suivez des interviews, des reportages originaux. Nos rubriques web, nouvelles technologies. Mode, amour, emploi vous tiennent informés à l'ère du temps. Vous et nous. C'est moi. C'est toi. C'est vous et nous. Merci pour votre fidélité donc à VOA Afrique. On va faire un petit rappel des titres donc, de cette édition. On a parlé bien sûr du Cameroun où le président Paul Biya a tenu un conseil des ministres ce jeudi. Et puis en République centrafricaine, il y a des ONG qui quittent la région de Bangassou. Nous avons reçu tout à l'heure au téléphone le président de la Croix-Rouge centrafricaine, M. Mbao Bogo, qui nous expliquait donc la situation sur le terrain. C'est jeudi, c'est Le Monde aujourd'hui. Comme tous les jeudis, vous aurez dans quelques instants notre invité santé. Il s'agit de Christella Tuizéré, qui est donc docteur. Avec elle, nous évoquerons les problèmes de santé en Afrique et notamment dans son pays d'origine, le Burundi. Le Burundi qui est un pays qui connaît aussi bien des progrès que quelques soucis dans ce qui est du domaine de la santé. Alors, je crois, Christella nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, déjà, merci d'inaugurer notre rubrique santé. Nous commençons à parler de planning familial. Pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est et quelle est la situation en Afrique? Merci beaucoup. Pour ce qui est de la planification familiale, c'est un politique de la santé sexuelle de la reproduction qui va avec l'intégration de l'évaluation du taux d'indice, de l'indice de fertilité en moyenne. Yeah. Donc, pour ce qui est des visions de la politique nationale, la vision est qu'on ait 3 enfants en 2025. Et pour ce qui est des progrès, on a passé de 6 enfants, 4 par femme en 2010 et actuellement c'est à 6 enfants, pardon. On estime, on apprécie ce qui a déjà été fait. Et pour ce qui est aussi de là encore, pour que l'on puisse arriver là-bas, il faudrait qu'il y ait une augmentation, évaluation du taux de prévalence de l'utilisation des contraceptions. Et là, oui, allez-y, finissez. pour ce qui est pour que l'on puisse arriver à ce taux, il faudrait que l'on ait passé à une couverture qui est de plus de 60% d'utilisation de la contraception. Est-ce que c'est le cas en ce moment ou pas? On est en voie d'y arriver, puisque là, en 2015, le taux d'utilisation de contraception était de 35, aux alentours de 37%, et actuellement, c'est à 42,6 en 2016. Alors, un autre aspect très préoccupant d'ailleurs de la reproduction qui est préoccupant, c'est celui de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. On en parle beaucoup, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors, pour ce qui est de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, ça a aussi tendance à diminuer, puisque là aussi, on dirait que c'est progrès dans le global, puisque la prévalence du VIH est passée de 1,7% en 2010, et en 2016, c'est été à 1%. Donc, on peut dire qu'on est fiers de ça, mais il faut qu'on arrive à 0%, puisque c'est l'objectif de l'OMS. Et concernant la transmission de la mère à l'enfant, c'est vraiment un grand défi. Il faut qu'on relève ça, puisque là, c'est ce qui est le plus important, la plus grande proportion de la transmission du VIH, qu'on dit que c'est la transmission verticale. Donc en 2010, ce taux était de 20%, mais en 2016, on s'en réjouit parce qu'on est passé à 6%. Alors parfois, quand on entend parler de toutes ces méthodes, on a l'impression que c'est une affaire de médecin. Est-ce que lorsqu'on parle de transmission de la mère à l'enfant à une maman qui est enceinte, est-ce qu'elle sait ce que c'est? Combien sont-elles qui sont au courant de tous ces faits que vous notez? Pour ce qui est de la transmission de la mère à l'enfant, du VIH de la mère à l'enfant,
Si actuellement ça a été décentralisé, il y a la communauté qui est au courant, on transmet le message au niveau des églises et partout. Et donc, par là, la femme quand elle passe en consultation prénatale, elle a le mot, on lui fait voir comment se passe le VIH, comment il est transmis. Et il est demandé à la personne. Au départ, c'était les prestataires qui proposaient les personnels soignants qui proposaient aux dames de se faire dépister pour le VIH. Mais actuellement, c'est la dame même qui est enceinte qui a le besoin de voir. Merci, oui. C'est dommage de vous couper. Merci d'être venu, docteur Christella Tuizéré. Et puis donc, au Soudan du Sud, des millions de personnes déplacées continuent d'abattre des arbres pour en faire du bois de chauffage. Un groupe de femmes sud-soudanaises a travaillé avec les groupes rwandaises de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud et ont appris à apprendre à construire des poêles économes. C'est un récit d'Anastasie Tudièche. Ces poêles sont reconnus au Rwanda sous le nom de rondereza, ou poêles qui économisent. Elles sont fabriquées à partir de blocs d'argile et produites par les femmes déplacées de la région du Haut-Nil au Soudan du Sud. Quand nous sommes arrivés ici, on nous a dit que nous allions apprendre à faire des blocs. Et nous avons accepté d'apprendre à les fabriquer et à construire des poêles. D'habitude, nous ramassons du bois pour cuisiner. Nous sommes contentes car c'est une bonne idée. Les poêles permettent de réduire les sorties pour la collection du bois de chauffage. En retour, cela diminue les risques d'abus sexuels des femmes et des filles déplacées, tout en leur permettant de faire des économies. Les femmes ont travaillé avec les troupes rwandaises de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, dans le cadre d'une mission de protection régionale. Nous allons apporter cela dans chaque quartier et nous assurer que les femmes du site de protection des civils bénéficient toutes de cette méthode de cuisson très pratique. Cela limite le nombre de patrouilles, il y a donc moins de risques et nous prenons soin de notre environnement. Pour les participantes, l'expérience ne s'arrête pas là. Nous remercions les troupes rwandaises d'avoir partagé cette idée. Nous allons transmettre cette connaissance aux autres afin que nous puissions tout en bénéficier. Une initiative qui pourra aider des millions de personnes déplacées au Soudan du Sud qui continuent de lutter pour accéder à l'énergie nécessaire pour cuisiner et s'éclairer. Et nous accueillons Yacouba Ouedraogo. Vous l'aurez compris, c'est l'heure du sport. Football pour commencer, Yacouba. Bonsoir déjà. Nouvel intérim d'Ibrahim Kamara chez les éléphants de Côte d'Ivoire. Bonsoir John, c'est l'infatigable Ibrahim Kamara. Il doit encore endosser ce costume de sélectionneur intérimaire lors des 2 prochains matchs amicaux des éléphants contre le Togo le 24 mars et la Moldavie le 27 mars. Il avait déjà assuré l'intérim lors du départ d'Hervé Renard, puis de Michel Dussier. Cette fois, c'est la place laissée par le Belgien Marc Wilmot, on se rappelle encore, viré en novembre dernier, qu'il va occuper provisoirement. Et puis en Europe, le tirage au sort pour les quarts de finale de la Ligue des Champions est prévu demain vendredi. Suspense, John, le tirage se fera à Nyon en Suisse donc. Il sera intégral, c'est-à-dire sans tête de série ni protection nationale. Sont en lice 3 clubs espagnols, le Real Madrid, le FC Barcelone et Séville, 2 clubs anglais, Liverpool et Manchester City, 2 clubs italiens, la Juventus Turin et l'AS Rome, et enfin le seul club allemand, le Bayern Munich, de grosses pointures avec forcément, John, une floraison de chocs à venir. Alors un autre rendez-vous très attendu demain, c'est celui de savoir si oui ou non la FIFA va utiliser l'arbitrage vidéo lors de la Coupe du Monde 2018. Il n'y a pas trop de suspense à ce niveau. L'instance mondiale du football doit se réunir demain vendredi à Bogota en Colombie donc, pour donner ou non son feu vert définitif à l'arbitrage vidéo au Mondial 2018. Cette aide technologique porte uniquement sur 4 cas, valider ou non un but, attribuer ou non un carton rouge, analyser une action pouvant valoir pénalty et corriger une erreur d'identification d'un joueur sanctionné. John, l'issue du vote ne laisse pas planer trop de doutes. Le board, organe garant des lois du jeu, lié à la FIFA, ayant déjà adopté le 3 mars à Zurich, en Suisse donc, et autorisé aussi un 4e remplacement par équipe en cas de prolongation. Et pour parler des classements, est-ce que la FIFA sort demain le classement mensuel?
il n'y a pas eu trop de suspense parce qu'il n'y a pas eu bien sûr assez de changements. Parce que depuis le mois de février, il n'y a pas eu de match officiel. Le classement a été dévoilé aujourd'hui et ne compte pas donc de changements. En Afrique, la Tunisie reste le numéro 1. Elle est suivie du Sénégal et de la RDC. Le Maroc et l'Égypte referment le top 5. Le Cameroun est 6e, le Nigeria 7e. Le Ghana occupe la 3e place, la 8e place, pardon. Le Burkina Faso est 9e et l'Algérie complète le top 10. Dans le monde, et donc sur le plan mondial, l'Allemagne reste première, elle est suivie du Brésil et du Portugal. Et John, vous l'aurez sans doute remarqué, le Cameroun n'est pas dans le top 5. Le Cameroun est 6e. Alors, merci beaucoup, Yacouba. Allons à présent au Kenya à la rencontre de Jimmy Rugami, un collectionneur des disques vinyles qui rendrait jaloux tout amateur de musique. Dans les années 80, Jimmy Rugami était le DJ qui jouait un mélange éclectique de musique allant du benga local à la danse congolaise en passant par les classiques afro-cubains avec une touche de Lionel Richie. Arzuma Compaoré nous en dit plus. Dans les années 80, Jimmy Rugami était le DJ qui jouait un mélange éclectique de musique allant du benga local à la pop swahili, de la danse congolaise au classique afro-cubain avec une touche de Lionel Richie. Jimmy, la soixantaine aujourd'hui, n'est plus sur la scène disco, mais depuis 1989, il a amassé une collection de disques vinyles qui rendrait jaloux tout amateur de musique. Pour une raison ou une autre, je ne pouvais pas arrêter de collectionner des disques. Le piratage m'a toujours dérangé et j'ai toujours détesté tout ce qui n'est pas original. Comme vous le savez, le vinyle est la façon la plus originale d'écouter de la musique. Donc partout où j'en trouvais, je ne pouvais pas résister à l'envie d'en acheter. Nairobi était le centre névralgique du divertissement en Afrique de l'Est. Des maisons de disques internationales telles que Polygram et EMI ont signé des groupes du Kenya, de Tanzanie et de l'ex-Zaïre. Comme vous pouvez le voir, tous les magasins de musique sont quasiment fermés. C'est à cause de la technologie que nous ne pouvons pas combattre parce que vous ne téléchargez que de la musique sur Internet et vous n'achetez plus. Les ventes mondiales ont atteint leur plus haut niveau en 20 ans. Beaucoup d'amis et parents de Jimmy ont pensé qu'il était un peu fou quand en 1986, il dépensa toutes ses économies pour acheter des disques. Mais 30 ans plus tard, après avoir financé les études de ses 6 enfants à travers cette entreprise, il affirme que chaque minute de ridicule en valait la peine. C'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Restez à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Je vous retrouve demain, même heure, même fréquence. Bonsoir. Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique. 30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions. Nous sommes en direct chaque jeudi à 19h temps universel. Washington Forum sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires. Vous et nous, c'est votre émission hebdomadaire de VOA Afrique. Une connexion Afrique-Amérique inédite où les Africains et les Américains se racontent. Ces rencontres loin des clichés. Un choc des cultures, bienvenue. Dans Vous et nous. Suivez des interviews, des reportages originaux. Nos rubriques web, nouvelles technologies. Mode, amour, emploi vous tiennent informés à l'ère du temps. Vous et nous. C'est moi. C'est toi. C'est vous et nous.